Matières premières, la Chine inquiète. Quelles conséquences en bourse? Nous parlons matières premières agricoles, blé et prix du pétrole. Alors chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex, matières premières. La Chine inquiète, vous l'avez noté, et c'est une bonne nouvelle pour nous. Non mais, à un moment ou à un autre, il faut aussi savoir voir le bon côté des choses. La baisse des matières premières agricoles qui sont sur leur plus bas annuel. Certaines matières premières agricoles actuellement, ce sont des couteaux qui tombent. La désinflation alimentaire, c'est bon. Le taux d'inflation alimentaire, par exemple aux États-Unis, est à 0. Taux d'inflation annuel. Donc, il y a bien sûr des avantages à cela. Naturellement, la question que je me pose, moi, c'est qu'est-ce qui se cache derrière cette baisse du prix des matières premières agricoles, ce prix du blé qui est revenu sur son plus bas annuel. Alors, et le pétrole? Pourquoi le pétrole échappe à la baisse générale des matières premières? Écoutez, nous sommes en driving season aux États-Unis et en Europe. Traditionnellement, ça soutient le prix du pétrole. Il y a les réductions de pétrole de l'OPEP. C'est quand même 27% de la production mondiale. Vous avez la prime de risque géopolitique. 3 facteurs qui auraient dû propulser le pétrole à 100 $. 100 $ qui au passage est le prix souhaité par l'Arabie Saoudite. Et le pétrole est stable autour des 80-85 $. C'est parce qu'il y a une pression à la baisse du côté de la demande, mais aussi du côté de l'offre. Aux États-Unis, notez ça, la production américaine vient d'atteindre un nouveau record historique. Et la Chine inquiète. Oui, la Chine inquiète. Je vais donc, dans cette vidéo, vous rappeler à la fois ce que représente maintenant la Chine dans l'économie mondiale et surtout dans la consommation de matières premières dans le commerce mondial. Vous allez voir que c'est la clé. Je vous propose un point plus précis sur le blé, qui est quand même la matière première agricole. Je vais vous montrer aussi le soja, l'avoine. Bon, vous allez voir la tendance générale. Et nous allons en extirper quelque chose de positif pour nous en Occident, en ce qui concerne la désinflation et le pivot à venir des banques centrales. Quel est le point de vue de l'analyse technique? Sur le prix du pétrole, eh bien, à nouveau un topo sur ses fondamentaux. Et puis, vous savez, la Chine, c'est le premier importateur mondial de pétrole. Alors, les États-Unis sont le premier consommateur mondial de pétrole, mais la Chine est le premier importateur mondial de pétrole. Pour être précis, que nous dit l'analyse technique? C'est parti les amis. C'est parti, je déclare la session ouverte, le rideau s'ouvre. Le plan s'affiche sous vos yeux tout de suite. Un plan en 4 parties. Et l'économie de la Chine, première importateur mondial de matières premières, reste morose. Le prix du blé chute en bourse. Pourquoi? Prix du pétrole. La baisse devrait reprendre après l'été. Oui, ça c'est ma conviction forte. Et enfin, nous allons voir le message de l'analyse technique pour tout ce beau monde. L'économie de la Chine, premier importateur mondial de matières premières, reste morose. Alors tout d'abord, prenez le temps d'observer à droite quelques illustrations sur ce sujet. C'est vrai que lorsque l'on traite ce sujet des matières premières, c'est un sujet complexe qui s'inscrit dans le cadre des flux de commerce internationaux, du rapport entre l'offre et la demande. Donc chaque matière première a son propre marché physique, mais globalement, il y a un dénominateur commun, un facteur commun à cela, qui est la dynamique générale du commerce mondial, et en particulier la dynamique générale des importations des plus grands importateurs du monde. Il se trouve que la Chine est désormais, alors je vais être précis, notez ça, le 2e importateur mondial, mais le premier importateur mondial de matières premières. Oui, car on n'importe pas que des matières premières. Donc, première illustration ici pour vous montrer pourquoi la Chine a ce poids dans la baisse actuelle des matières premières. Alors, avant ça, rapidement, je vous montre que vous voyez de quoi je parle. Quand je parle de couteau qui tombe sur le blé, regardez ce graphique au moment où j'enregistre la vidéo. Ici, vous avez le graphique hebdomadaire. Vous voyez qu'on est vraiment revenu sur nous sommes revenus sur la partie basse et sur des niveaux du début du déclenchement de la crise sanitaire. Donc, ce n'est pas rien. L'inflation alimentaire, il n'y en a plus. Alors, il faut toujours du temps ensuite, pour que le prix, puisque les industriels font des stocks de matières premières, il faut toujours du temps pour que le prix des matières premières, le prix du marché, se traduise par une baisse ensuite du prix final des biens de consommation alimentaire, mais cela va arriver
dans l'inflation, et vous allez voir, je vais vous montrer plus tard dans la vidéo, que cela a déjà un impact positif sur la désinflation. Donc le prix du blé est au plus bas, mais je peux aussi vous montrer le maïs, je peux vous montrer l'avoine, je peux vous montrer le soja. Bon, lui, le pétrole résiste plutôt bien, mais bon, vous allez voir qu'il est quand même dans la partie haute, ça j'y viens plus tard. Donc c'est le sujet que nous abordons. Alors la Chine inquiète, oui, la Chine inquiète, c'est la macroéconomie chinoise qui inquiète, et pourtant, le gouvernement chinois fait tout son possible pour essayer de mettre fin à si vous voulez, la politique de zéro Covid a cassé le consommateur chinois. Ça l'a cassé mentalement, ça l'a cassé moralement. Alors la Chine a des défis structurels, notamment liés à l'effet de levier dans le secteur immobilier, le lien entre immobilier et banque. Il y a beaucoup de choses à déleverager, et ça c'est un travail de fond. Mais au-delà de ça, les conséquences de la politique de zéro Covid fait que le consommateur chinois n'a pas retrouvé son engouement d'avant, il est prudent, il garde son épargne. Et donc, cela se traduit par un ralentissement de l'économie chinoise et un ralentissement des importations dans le monde. Les autorités chinoises essayent d'agir avec à la fois une politique budgétaire active et une politique monétaire active. Le souci est que, en agissant de la sorte, cela dévalue le yuan chinois. Avec une politique monétaire accommodante, à contre-courant de la politique restrictive de la Fed et celle pratiquée en Occident. Alors oui, c'est en train de changer, le pivot arrive, mais le yuan a chuté. L'USD CNY a fortement monté, c'est-à-dire que le yuan a chuté, ce qui se traduit par des sorties de capitaux internationaux de la Chine. Et ça, la Chine veut l'éviter. Donc, elle joue là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fois, elle a besoin d'apporter du soutien à son économie, mais en même temps pas trop, parce que cela affaiblit le yuan. Et je pense que vous allez voir, lorsque la Fed va pivoter et que le pivot de la Fed va commencer à affaiblir l'USD, c'est peut-être là que la Chine prendra ses mesures accommodantes, une deuxième vague de mesures accommodantes pour relancer l'économie chinoise. Bon, alors, donc au final, la Chine inquiète, mais elle inquiète et pour de bonnes raisons, parce que vous avez ici donc un premier graphique qui vous montre l'évolution du poids de la Chine dans le commerce mondial depuis 2000. L'évolution donc, en 2000, la Chine c'était 4% des exportations mondiales et 3,5% des importations mondiales. Maintenant, la Chine, c'est 17% des exportations mondiales et 14% des importations mondiales. L'économie de la Chine est actuellement en difficulté. C'est pour cette raison que vous avez une politique monétaire archi-accommodante de la Banque centrale de Chine. Je vous ai représenté ça ici en bas sur le graphique en bas à droite, où vous avez les deux taux d'intérêt dits directeurs de la Banque centrale de Chine, la PBOC, et qui sont les deux taux les plus suivis. Effectivement, la dynamique est baissière, mais récemment, ces taux ne baissent pas davantage. Alors, pourtant, l'économie chinoise en aurait bien besoin, puisque la Chine est engluée dans une vague déflationniste, et ça, ce premier graphique permet de bien situer les choses. Vous avez ici un histogramme du taux d'inflation annuel en Chine. Alors, regardez à l'époque, l'ancienne période de croissance avant la crise sanitaire, clairement, c'était une croissance inflationniste. Depuis la crise sanitaire est arrivée, la Chine a connu une période de déflation, elle pensait s'en être sortie, et finalement, alors que là, ce n'est pas la faute du Covid, ce sont liés à des problèmes structurels, et en particulier le consommateur chinois, eh bien la Chine est revenue dans une période déflationniste. Le taux d'inflation est autour de 0 actuellement. Donc ça, c'est une vraie difficulté qui illustre la faiblesse de la croissance chinoise. Et vous savez, la meilleure statistique pour illustrer comment se comporte un consommateur, c'est valable donc pour les États-Unis, c'est valable pour l'Europe, c'est valable pour tous les pays capitalistes, c'est la statistique des ventes au détail. C'est ce qui mesure réellement l'engagement du consommateur dans la croissance économique. Regardez-moi cet histogramme des ventes au détail en Chine, qui a été mis à jour en tout début de semaine. La dynamique n'est pas bonne, proche de 0. Il y a donc un souci avec la consommation des ménages en Suisse. Et ça, donc, c'est un vrai sujet, parce que la Chine a un poids énorme dans le commerce mondial. Je vous remontre ici, vous avez le taux de croissance annuel des importations chinoises. Il est récemment repassé sous 0. Donc, matière première, la Chine inquiète. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi la plupart de ces matières premières agricoles sont revenues sur une zone basse, je vous ai mis ici le poids de la Chine
dans les importations mondiales de fer, le poids de la Chine dans les importations mondiales de cuivre, le poids de la Chine dans les importations mondiales de pétrole, dans celles de gaz naturel liquéfié, pour le soja, pour les céréales, notamment le blé, etc. etc. Donc là, il y a un problème. Alors, pourquoi justement la Chine ne lance pas une deuxième batterie de mesures de soutien? Mais il y a une raison à cela, c'est que la Chine a besoin des capitaux internationaux, et voilà l'effet, en fait, si vous voulez, depuis maintenant plus d'un an et demi, de la politique monétaire restrictive de la Fed, et en contrepartie, la politique accommodante de la Banque centrale de Chine, donc la divergence des politiques monétaires. La conséquence a été la chute du yuan, et la meilleure façon d'illustrer la chute du yuan renminbi, qui est donc la devise de la Chine continentale, c'est d'observer la tendance du taux USD-CNY, et il est sur une partie haute de long terme, et ça stresse le gouvernement chinois. Les autorités chinoises ne veulent absolument pas que cette résistance soit franchie. Et le problème, c'est que si maintenant le gouvernement chinois lançait une nouvelle batterie de mesures de soutien, eh bien cela créerait le dépassement de cette résistance, et ce serait une vraie difficulté pour les investissements directs étrangers en Chine, qui pourraient avoir la tentation de partir. Donc moi, si vous voulez, la Chine, okay, moi, vous savez qu'en début d'année, je vous ai proposé un trade à l'achat sur les actions chinoises. Je reste convaincu que le marché action chinois, et je vais en reparler dans le Top Gun la semaine prochaine, est dans une zone basse sur le plan technique, sur le plan de la valorisation, notamment lorsque vous le comparez à Wall Street. Je vais tout vous remontrer à jour lundi dans le Top Gun. Et donc, pour moi, cette année 2024, c'est une zone d'intérêt, c'est une zone de DCA, d'investissement programmé progressif sur le marché chinois, parce que je pense que ce bear market des actifs chinois est vraiment en phase basse. En fait, le bear market, il est terminé. Il y a eu une première phase de rebond, là, on est en phase d'accumulation, et vous allez voir que lorsque vous allez avoir le pivot de la Fed, et que les autorités chinoises seront en mesure de réapporter du soutien monétaire à leur économie, une nouvelle vague de soutien, parce que l'USD baissera avec la Fed qui a pivoté, donc ça ne mettra pas en risque une nouvelle baisse du yuan renminbi, vous allez voir que ça va rebooster la Chine, ça va aider à stabiliser les matières premières, notamment agricoles, et puis cela va relancer toutes les actions occidentales qui sont liées à la consommation chinoise, et en particulier les acteurs du luxe en Europe, qui sont sous pression ces dernières semaines, mais au final, je pense que sur le long terme, c'est justement une zone d'intérêt. Bon, ça j'en reparlerai dans le Top Gun. Alors revenons à nos moutons, matières premières, pétrole et blé. Voilà, donc ça c'était pour le premier point sur cette Chine qui inquiète, et à juste titre. Le prix du blé chute en bourse, pourquoi? Alors c'est une bonne nouvelle pour la désinflation. Donc je vous ai montré le graphique, je vous le remontre ici, le graphique du contrat futur blé qui est revenu sur ses plus bas. Donc il y a eu un rebond technique ici en avril, mais le marché est tout de suite revenu sur ses plus bas et repassé sous ses moyennes mobiles de long terme. C'est assez net de la façon. Vous pouvez utiliser par exemple le graphique en données journalières sur le long terme, où on voit bien les différentes phases lorsque vous associez la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours. Ici, vous aviez eu la première baisse, la baisse lorsqu'il y a eu la crise sanitaire. Une phase d'envolée, ici c'était le déclenchement de la guerre en Ukraine, et depuis le marché est en phase de baisse, et il évolue à nouveau sous sa moyenne mobile à 200 jours. Alors, sur le plan technique, cela peut être lu comme ici une phase 4 de rebond. Vous avez eu ici une première vague, une deuxième vague, une grande 3 qui s'est terminée par une sous-vague 5 en biseau 4, et là nous serions dans une vague 5 avec un risque de voir le prix du blé ici revenir sur ses plus bas de 2017-2018 s'il devait casser ici ces lignes de tendance. Donc ici ça m'a semblé intéressant de vous faire cette vidéo sur ces matières premières, au-delà du fait qu'il y a eu la mise à jour donc, de statistiques chinoises qui inquiètent. Ça me paraissait intéressant d'insister sur ce niveau de prix qu'un certain nombre de matières premières agricoles ont atteinte. Vraiment, nous sommes sur une zone basse. On peut se poser la question de savoir si ça va tenir. Il n'y a pas de divergence en données hebdomadaires. Si vous prenez le prix du blé en données hebdomadaires, il n'y a pas de divergence. Alors, il y a l'amorce d'une divergence en données journalières. Donc forcément, c'est un niveau qui peut tenir dans un premier temps, mais faites attention, il y a un risque de voir le marché aller chasser de la liquidité sur les matières premières agricoles, sur les contrats à terme un peu plus bas, et en grande partie du fait de cette thématique de la Chine, ici, qui n'est pas... Alors, ça c'est pour
la tendance générale de ces matières premières agricoles. En ce qui concerne le blé, vous avez ici des données fondamentales, finalement qu'on retrouve aussi qu'on retrouve c'est vraiment sur le pétrole, c'est toujours pareil, c'est l'offre et la demande. Qu'est-ce qui limite énormément le rebond du prix du pétrole alors que nous sommes en driving season, alors qu'il y a les réductions de production de l'OPEP et alors qu'il y a la prime de risque géopolitique et nous savons qu'au Proche-Orient la situation n'est pas réglée. Bon, c'est les États-Unis qui inondent le marché. Record historique de la production de pétrole aux États-Unis. Eh bien, pour le blé, c'est la même chose. La production de blé des États-Unis, la production dite d'hiver, est sur un record historique. La Russie aussi exporte massivement à bas prix, mais elle a énormément produit. Donc, il y a bien sûr le rôle de la spéculation et les traders d'asset management. Je vais vous montrer ça, tenez, je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis allé vous chercher les datas, je trouve ça intéressant. Vous avez ici le rapport Commitment of Traders de la CFTC, donc les positions de trading des asset managers, la manage money sur le contrat futur blé. Et effectivement, la position institutionnelle nette est inférieure à 0, et en plus la courbe est baissière. Donc les spéculateurs institutionnels jouent à plein régime, pour ceux qui tradent les matières premières agricoles, cette phase de baisse, ce qui a ramené le prix du pétrole, le prix du blé sur un plus bas. Maintenant, à cela, on peut en tirer une bonne nouvelle. Nous, en Occident, pour le pivot des banques centrales, nous avons besoin d'une désinflation. Dans l'inflation nominale, donc j'insiste, puisque dans l'inflation dite sous-jacente, vous n'avez pas les éléments volatiles, comme le prix de l'énergie ou le prix des matières premières agricoles. Dans l'inflation nominale, vous avez les matières premières agricoles. Eh bien, le taux d'inflation observé en temps réel, le taux d'inflation alimentaire observé en temps réel, est à 0. Est à 0. Et là, il vient d'atteindre 0. Donc, finalement, cette Chine qui inquiète, ces stocks élevés de matières premières agricoles en Chine, cette pression à la baisse sur le prix des matières premières agricoles en bourse, peut se traduire, in fine, par un pivot accéléré des banques centrales en Occident. Et donc, nous pourrons en tirer du bon. Alors, vous avez ici sous les yeux l'application Trueflation, qui est une application basée sur la technologie blockchain et qui vous donne l'inflation en temps réel aux États-Unis, ici, avec différentes composantes. Et j'ai notamment la composante Food and Beverage, et le taux d'inflation alimentaire, actuellement, en temps réel, est à 0,3. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez noter la corrélation entre l'évolution ici des prix du marché, et notamment du prix du blé, et le recul immédiat de l'inflation alimentaire. Donc finalement, ça va quand même assez vite dans la transmission entre les prix du marché et le prix des biens alimentaires pour le consommateur final. Alors, la Chine inquiète, les matières premières agricoles sont sous pression. Pourquoi le pétrole ne chute pas? Effectivement, ça c'est une question que vous pouvez vous poser. Pourquoi le prix du pétrole ne chute pas alors que c'est la driving season? Vous savez, j'ai repris statistiquement. La driving season, c'est cette période qui va de fin juin à mi-septembre aux États-Unis et en Europe et qui se traduit par une augmentation de la consommation d'essence, de gasoil, et donc qui traditionnellement tire à la hausse le prix du pétrole. Prenez par exemple simplement l'été dernier, mais les étés depuis 20 ans, vous allez voir. Mais là, alors, le pétrole n'a pas baissé. Ça, je vous l'accorde, depuis fin juin, le prix du pétrole n'a pas baissé. Mais il ne s'est pas envolé comme le souhaiterait d'ailleurs l'Arabie Saoudite, elle qui a besoin, pour pouvoir se diversifier de son industrie pétrolière à long terme, elle a besoin de $100. Personne ne veut $100. Le prix jugé minimum acceptable par les pays de l'OPEP, c'est $80. Bon. Nous, en Occident, nous souhaiterions plutôt 65-70 pour aider à la désinflation nominale. Mais pourquoi? Moi, je pense que la baisse va reprendre après la driving season. Donc nous aurons vraiment une fin d'année, octobre, novembre, décembre, avec une baisse du prix de l'énergie, baisse du prix du pétrole, et que cela va aussi participer à amener le pivot de la Fed en seconde à partir de la rentrée. En fait, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez la prime de risque géopolitique, actuellement elle est énorme. Prime, qu'on ajoute le risque géopolitique, le risque de contrainte d'offres. Vous avez les quotas de production de l'OPEP, qui sont une réalité. Et les pays membres de l'OPEP là, se sont réengagés pour baisser davantage leur production, c'est quand même 27% de la production mondiale, même si au final, on réalise, là on a vu les données temps réel, qu'entre les 12 pays de l'OPEP, il y a énormément d'hétérogénéité, de divergence, qu'une grande partie d'entre eux n'appliquent même pas les quotas, ils produisent plus, donc bon, mais tout de même, il y a les quotas. Et donc la driving season et la prime de risque géopolitique. Le pétrole ne s'est pas envolé. Bon, ben c'est parce que il y a
une déception forte sur la consommation chinoise. Ça, c'est un point. Mais la vraie raison, c'est l'explosion de la production de pétrole aux États-Unis. Et on va voir aussi ce que nous dit l'analyse technique. Alors, tout d'abord, en termes de consommation, pour cela, moi, je vous recommande vraiment d'accéder aux données du rapport mensuel de l'OPEP, qui est publié chaque mois. Tout d'abord, les données de la production, supply, où ce que nous pouvons observer, c'est qu'il y a donc une réalité de la baisse de production, et même encore le dernier mois, des principaux pays de l'OPEP. Ici, vous avez les pays qui sont associés à l'OPEP, et en particulier l'Arabie Saoudite, qui joue vraiment un rôle, qui est passé en 2022 de 10,5 millions de barils jour à 8,9 millions de barils jour. Je vous rappelle, en gros, vous pouvez arrondir, la production mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils jour. Mais certains pays ne jouent pas le jeu. Vous prenez l'Iran, elle a augmenté sa production. L'Irak, ça va. Il y a d'autres exemples. Vous prenez le Nigeria, ils ont augmenté leur production. Il y a le Venezuela a augmenté sa production. Voilà. Donc l'Irak a baissé sa production, mais elle n'est pas allée elle aurait dû aller plus loin dans ses baisses de production. Donc il y a quand même un problème au sein des pays membres de l'OPEP. Et puis donc vous avez surtout un ralentissement de la consommation de pétrole en Chine, avec même une légère contraction sur le dernier trimestre, ce qui est ici aussi une forte déception, puisque la Chine est le premier importateur mondial de pétrole. Mais la raison principale à cela, elle est du côté de l'offre de pétrole en Occident. Et regardez l'évolution de la production de pétrole américaine, qui ne cesse d'augmenter, 26 millions de barils jour, 27 millions de barils jour en 2024, 28 millions de barils jour en 2025. Vous avez aussi la production de l'Amérique latine qui ne cesse d'augmenter, 6 millions de barils jour, 7 millions de barils jour, 7,6 millions de barils jour en 2025. La production du Canada aussi ne cesse d'augmenter, de certains pays africains. Donc au final, mon idée c'est que s'il n'y avait pas ces quotas de production de l'OPEP, qui en plus sont partiellement appliqués, et qui, vous savez, rappelez-vous, ces quotas de production sont censés se terminer à la fin du troisième trimestre 2024. Donc là, à la fin de l'été. Parce que la plupart de ces pays, entre eux, il y a des divergences parce que certains aimeraient produire plus pour faire plus de revenus. Et certains sont en train de craquer, ils sont prêts à rouvrir le robinet. Je crois que le Koweït, en plus, a annoncé récemment une énorme découverte d'un puits de pétrole avec un gros potentiel à horizon 2035. Donc, au final, à moins d'un dérapage géopolitique incontrôlable, hors de contrôle, il y a énormément de facteurs qui sont plutôt des facteurs baissiers pour la fin d'année sur le prix du pétrole. Maintenant, nous allons voir ce que nous dit l'analyse technique. Vous allez voir que là aussi, nous sommes à une croisée des chemins techniques. Et je vais donc terminer par ça, par le point technique sur le prix du pétrole. Ici, ça c'était une précédente vidéo où je vous avais fait une synthèse des facteurs d'influence à la hausse et à la baisse sur le prix du pétrole en termes de balance. Si ça vous intéresse, faites une capture d'écran, vous pouvez relire le contenu, mais c'est plus ou moins tout ce que je viens d'évoquer. Et maintenant, le message de l'analyse technique sur le prix du pétrole brut américain et sur le prix du Brent. Alors, première chose, moi j'ai toujours cette structure que j'estime être une structure donc en 3 temps. Je vais donc à gauche ici, j'ai un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles. Notez un élément intéressant, en Ichimoku, on arrive au contact du nuage. Alors ça, beaucoup d'analystes chartistes mettaient en avant le nuage pour dire que ça va pumper. Mais regardez le Brent. Il est rentré à l'intérieur. Il a même testé la SSB. Donc le Brent, lui, s'est mis en neutralité mensuelle. Le brut US, lui, je pense qu'il va faire pareil, il va rentrer à l'intérieur. Maintenant, je vais passer sur l'horizon de temps hebdomadaire. Moi, j'ai toujours mon analyse ici, 5 temps de hausse. 1, 2, 3, 4, 5, c'était avant la guerre en Ukraine. Maintenant, nous sommes d'un grand mouvement en ABC, en zigzag. Et donc, c'est cette fameuse vague B que j'analyse avec vous depuis des mois. Et au final, le marché me donne en partie, en tout cas pas tort pour le moment, puisque nous avons donc cette vague B qui aurait pu prendre plusieurs formes sur le plan chartiste, qui pour le moment, donc, peut prendre cette forme du triangle. Et c'est intéressant de noter que récemment, nous sommes venus pile chercher la partie haute. Donc, c'est une vue de marché qui est encore valide. Après, la B peut être plus profonde. On peut faire une A, une B, une petite C de la B par ici, mais pour le moment, nous sommes dans cette structure. Nous sommes dans cette structure
D'autant plus étonnant que regardez par exemple l'impact de la driving season l'été dernier. C'était quand même monstrueux. Bon, là, voilà, on voit qu'il y a des pressions, et notamment donc la récente réalité de la consommation chinoise. Je vous ai montré en première partie de vidéo ce que représentait la Chine dans le commerce mondial. Prenez le système Ishimoku en données hebdomadaires, vous voyez que les 80 $, qui sont le prix jugé minimum acceptable par l'OPEP, c'est aussi le nuage hebdo du système Ishimoku. Donc là, nous sommes à court terme écrasés entre cette ligne de tendance et les 80 $, et c'est la sortie de cet intervalle qui va donner la réponse. Alors si on sort par le haut, eh bien, la pattern en triangle ne sera pas une figure de continuation, et on continuera à faire la vague B plus haut. Peut-être aller retaper 93, et dans ces cas-là, ça veut dire qu'en données mensuelles, eh bien, il y aurait la prise d'appui sur ce nuage. Alors que le Brent, lui, est entré à l'intérieur. C'est pour ça, moi, je ne privilégie pas ce scénario. Les deux, quand même, fonctionnent pas mal ensemble. Et ce qui serait un signal technique baissier, ce serait de repasser sous les 80 $. Ce qui là donnerait vraiment du corps à cette structure en triangle, avant de faire plus tard dans l'année une grande C. Mais ça c'est pour la fin de l'année. C'est après la driving season estivale. C'est après donc la driving season estivale. Voilà, chers amis, bien écoutez, voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était le point matières premières, agricoles, blé, pétrole, Chine. Merci de votre attention, merci pour vos likes, merci de votre soutien récurrent, et à lundi pour le Top Gamme. Salut.